10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Chose promis, chose due, les amis, j'espère que vous allez tous très bien. La nuit a été courte ici, mais on est prêt pour cette triple analyse. Parce que hier, c'était Monaco Paris Saint-Germain, mais dans le même temps, il y avait plein de matchs intéressants, dont ce Gala Juve 18h45 que j'ai regardé, dont ce Benfica Real 21h que j'ai regardé ce matin. Et j'avais aussi vu hier matin Girona-Barça, donc j'ai envie de parler du Barça, du Real, de Galatasaray. C'est le gros programme d'aujourd'hui en attendant les matchs de ce soir. Si vous êtes content que je me suis levé tôt pour tout ça, mettez-moi un pouce bleu, soutenez-moi, encouragez-moi. On va en avoir besoin parce que le programme, il est vaste et en plus, il est triste. Il démarre avec un truc pas cool et pourtant, il faut en parler. Qu'est-ce qui s'est passé hier sur la pelouse du Dalous entre Vinicius et Prestiani? Alors, pour moi, c'est assez clair que oui, il y a eu un incident raciste. On peut pas savoir 100%, mais la réaction aussi rapide de Vini à ce moment-là, c'est terrible parce que ce sera impossible à prouver, parce que Prestiani a mis le maillot devant la bouche, et je déteste accuser sans preuve, je déteste la justice des réseaux, je trouve ça tellement corrosif pour notre société en général, j'aime pas ce tribunal de l'opinion publique, mais je dois me faire mon opinion sur ce que j'ai vu, pas sur ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, et cette réaction aussi instinctive, le body language aussi de Prestiani au moment où Vinicius va voir l'arbitre, et sur tout le reste du match d'ailleurs, pour moi il y a eu un truc sale. Et je sais pas si ça pourra être prouvé, je sais pas si on pourra savoir effectivement, donc je sais pas si ça ira beaucoup plus loin. Et c'est un geste terrible parce que vraiment le maillot devant la bouche, tellement lâche, et nous prive je pense d'une résolution et de vraiment atteindre la vérité sur ce sujet. Donc mon feeling, c'est peut-être qu'il n'y aura pas de si grosses sanctions que ça, parce que si c'est impossible à prouver, après c'est impossible à prouver. Mais mon feeling à moi, ma sensation à moi, et peut-être je peux me tromper, mais c'est que oui, il y a eu incident raciste. Et dans ce cas-là, Prestiani est un con qu'on condamne. Alors, ensuite, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, parce que ça, c'est la partie facile, mais j'ai envie d'aller plus loin encore. Et d'ailleurs, il dit... hermano, 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 comme s'il avait dit ça plutôt que mono, après, plus tard dans l'action. Mais si c'était hermano, pourquoi le maillot devant la bouche? Si c'est un truc pas sale, pourquoi le maillot devant la bouche? C'est pour ça qu'il y a beaucoup pour moi d'indices comme ça qui me font penser que on peut pas affirmer à 100%, ça c'est une chose, on peut pas l'affirmer à 100%. Après, chacun a son feeling, sa sensation, son intuition par rapport à ça. Et moi je dirais c'est ça, sans me laisser corrompre ou atteindre ou influencer par qui que ce soit. J'ai regardé ce match en mute complet, juste les images comme on aime bien le faire ici, et c'est mon feeling au bout. Chaque instance de racisme dans le foot est problématique. Dans l'ensemble, la réaction du monde du foot à chaque instance de racisme, et je dis pas dans les tribunes pendant le match, mais ce qu'on voit après, ce qu'on lit après, les réactions arbitrales, les réactions des joueurs, on n'a pas le consensus complet, mais on est peut-être aussi proche du consensus que ça existe dans nos sociétés sur ce sujet. Le football de haut niveau, j'ai pas envie de tout peindre avec un pinceau sombre et de dire c'est terrible le racisme dans le foot. Les instances de racisme dans le foot, elles sont terribles. Est-ce que le football est raciste? Moi, je dirais l'inverse. Je dirais que le foot est une des parties les plus antiracistes qu'on a de notre société. Les réactions et ce que signifie ce sport, c'est-à-dire la coexistence, ce sport à haut niveau, c'est la coexistence d'absolument toutes les origines dans un contexte de collaboration, de recherche de la plus haute performance. À bien des égards, une équipe de foot, elle est pas loin de la micro-société idéale où tout le monde se sacrifie pour le collectif, met de côté son individualité le plus possible pour le collectif, aucune importance accordée aux origines. Et, je sais pas, année après année, on voit des choses comme Saka et Rice, maillot d'Arsenal, inspiré des couleurs de l'Afrique, qui vibrent ensemble, qui jouent ensemble, qui travaillent ensemble. Il y a des actes racistes en foot, comme de partout, mais le foot pour moi est peut-être la sphère la plus antiraciste qui existe. Sauf peut-être sur un truc, et j'ai dit encore, moi j'ai pas peur des questions difficiles, j'ai envie d'y aller, j'ai envie qu'on aille plus loin dans cette réflexion. Il y a quelque chose en lequel je crois très fortement, et je suis pas du tout d'accord avec ce que je vois, et je le vois beaucoup, c'est d'incriminer d'autres à ces moments-là. Et notamment les Argentins. Je suis pas du tout d'accord avec le fait de dire
les Argentins toujours dans les mauvais coups. Je trouve ça le truc le plus hypocrite du monde et le plus géométrie variable du monde. Si tu te prétends antiraciste, mais que tu n'as aucun problème à accuser toute une nation du comportement d'individus spécifiques, pour moi, tu n'as rien compris au combat que tu es en train de mener. Absolument rien compris au combat que tu es en train de mener. Tu fais de la géométrie variable, c'est hypocrite, c'est lâche, je ne m'inscris pas du tout là-dedans. Donc, voilà. Soutien total à Vinicius, soutien à toutes les personnes qui font face à de la discrimination. Aimons-nous un petit peu plus. Les gars, aimons-nous un petit peu plus d'amour. On n'est pas sur cette terre pendant si longtemps. Et j'ai vu des choses tellement laides dans ce match. Notamment des jets de projectiles. Qu'est-ce que c'est horrible. J'ai vu un mec qui se fait raisonner par peut-être sa compagne ou sa fille, je suis pas certain, et il l'écarte d'un mouvement de bras en mode tu me saoules. Qu'est-ce que c'est moche. J'ai vu Vinicius se prendre une bouteille, un vrai jet de projectile. Pour le coup, il n'a pas trop réagi par rapport à ça, et ça se fait applaudir dans les tribunes par ce mec. Il y a des choses vraiment horribles. Et toutes ces choses, elles viennent tellement souvent de l'incompréhension, du refus de se mettre à la place de l'autre. Je l'ai vu encore une fois dans ce match sur une autre action. On va sortir le stylo jaune, c'est pas de l'analyse tactique, mais regardez, cette situation, typiquement 36e minute, si vous vous souvenez, si vous avez vu le match, duel aérien entre Tchouaméni et Rafa Silva, duel aérien d'homme, il n'y a pas de faute de Tchouaméni, mais Rafa Silva reste au sol. Mbappé, Rudiger pensent qu'il simule, viennent le relever, ça plaît pas à Otamendi, ça part en poussette, Vinicius, qui s'est fait pousser à ce moment-là déjà par Prestiani, derrière, il vient lui mettre une pichenette sur l'oreille, d'un coup tout le monde est l'un sur l'autre, etc. Mais Rafa Silva, dans tout ça, il a fait une vraie chute. Il est tombé sur son bras, ici, qui a fait effet de bascule, et sa tête, elle a violemment heurté le sol. Normalement, ça, c'est protocole commotion cérébrale. Il est vraiment dans le mal. Il est pas loin de gerber. Et Tchouaméni l'a pas vu. Tout ça parce que Tchouaméni l'a juste pas vu. Et c'est normal, c'était l'action. Ils sont pas en train de regarder dans la même direction. Tchouaméni l'a pas vu. Et quand tu prends le temps de t'expliquer, Tchouaméni dit « y a rien, nothing. » Ah mais t'as pas vu comment il est tombé. Quand tu prends le temps de comprendre, quand tu prends le temps d'expliquer, Vinicius qui, après l'action, va voir Rafa Silva, lui demande. Quelques secondes plus tôt, il est en train de dire « on joue, il y a rien ». Quand il vient ensuite lui parler, il fait « Ah ouais, tu t'es fait pousser ?» Tu sais, il fait le geste du bras comme ça, tu t'es fait pousser. Et Rafa Silva, il fait « Non, c'est pas ça, c'est juste je suis tombé sur ma tête et je me sens pas bien. Regardez son visage. » Ok, et ben là on respire. Là en fait on se comprend mieux. Là on fait preuve d'empathie. On est humain. On a notre part d'ombre tout le temps en tant qu'espèce. Je pense qu'elle est impossible à ignorer. Mais on a aussi un super pouvoir, c'est l'empathie et la discussion. Et quand on discute, quand on se met à la place de l'autre, quand on essaye de comprendre, ce super pouvoir, faut qu'on l'utilise plus souvent. Donc voilà, j'avais pas grand chose de plus à dire là-dessus. Je vois des bonnes intentions, souvent, de l'hypocrisie aussi, et c'est pas plus de discrimination qu'il faut par rapport à de la discrimination. Et il faut savoir raison garder, pas se laisser influencer par absolument tout ce qu'on lit aussi, et être empathique. Parlons un petit peu de foot maintenant. Alors, pas énormément parce que on va parler encore plus sur Gala et Barça. Ce Real Benfica m'a pas intéressé plus que ça. J'ai pas trouvé que c'était un grand match de foot et j'avoue au bout d'une heure de visionnage, j'étais un peu moins emballé. Mais si on parle du bon du Real dans cette approche 4-4-2 avec Mbappé, Vini et donc sur les côtés entre guillemets de ce 4-4-2 à la base sur le papier, Camavinga et Valverde de l'autre côté, Valverde et Trent titulaires les deux ensemble, intéressant. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé Carreras et j'aime beaucoup Carreras. Beaucoup de propositions. C'est un des seuls qui bouge, je trouve, et qui apporte des choses. Là, sa course dans le demi-espace pour animer un petit peu. Et j'ai bien aimé Trent, Valverde qui se sont de mieux en mieux entendus. Il y a ce ballon de Trent, par exemple, boum, perçant dans le demi-espace pour Valverde, centre en retrait. C'est la première grosse occasion du match. Et 20 minutes plus tard, l'inverse. Valverde, 7 fois pour Trent dans le dos, qui était positionné haut, centre en retrait pour Mbappé, qui pour le coup, dans la zone de réussite, n'a pas été très inspiré, qui n'a pas ajouté à sa collection de 13 buts. Il a eu des occasions pour, là il la rate, sur ce centre en retrait, top centre en retrait de Trent. Je pense qu'il y a encore mieux à faire. Moi je vois le match de Trent et je dis, ok c'est pas mal, surtout après celui du week-end, ok c'est sympa.
Mais il y a mieux, il y a mieux. Notamment sur cette situation, par exemple, Gouler lui dit ah, tu peux prendre le dos, j'entre, toi tu prends le dos, et c'est au trot, et grosso modo, il est sur la même ligne, et il va pas aller chercher cette poche-là, c'est au bout de 8 minutes de jeu. Il y a encore mieux à faire. Sur le côté gauche aussi, il y a incompréhension, mais systématique. Souvent des gars positionnellement placés sur la même ligne. La Carreras, je pense qu'il est en train de dire qu'on peut aller circuler vers la gauche, parce que je pense qu'il attend que Vini soit là, pour retirer un petit peu ce bloc, Vini à l'intérieur, mais Carreras prend pas non plus la largeur. Si vous vous souvenez, il y a quelques vidéos, on avait parlé d'à quel point, on l'a continué de le montrer un petit peu ici, à quel point les mecs sont tellement souvent sur la même ligne, pas assez d'ouverture sur la largeur, pas assez de positions différentes sur la largeur, et ce jeu positionnel du Real, je le trouve encore assez bancal. Donc là, on repasse à l'intérieur, personne ne se comprend. Honnêtement, ça c'est une des situations. Il y en a eu d'autres qui étaient bien meilleures, mais il y a quand même des moments où ça coince assez sévèrement. Donc bon, après je vais pas parler de ce qui s'est passé sans ballon, etc. Et dans l'ensemble, le Real a été meilleur. Benfica n'a pas créé grand chose. Hein. D'ailleurs, il n'a pas eu beaucoup de grosses occasions, ce qui est aussi un symbole de cette rencontre. Il a fallu un geste de génie, parce que c'est un véritable geste de génie, cette frappe pleine lucarne de Vini. Et 3 moments de provocation derrière, ici, là, au poteau de corner. Je dois dire le truc au poteau de corner. Embiid en NBA, il prend des grosses amendes pour ça. Hein. Et je trouve, quand le drapeau du poteau de corner est siglé de l'emblème du club, je trouve que c'est une danse irrespectueuse. C'est pas une danse normale. Si vous avez vu la danse, vous voyez qu'il y a quelque chose de suggestif derrière. Et on peut estimer que le drapeau du club, la suggestivité de la danse, il y a un truc un peu malsain, je trouve. Et il y a une 3e célébration ensuite vers le public. Vinicius, je pense, il se nourrit de ça, du rapport avec le public, de la provocation, et je pense qu'il en entend des vertes et des pas mûres. C'est sûr qu'il se fait insulter copieusement, et j'imagine souvent des insultes racistes en plus, qui tombent des tribunes. J'ai l'impression qu'il y a une partie de lui qui se nourrit de ce rapport de défiance au public. Je dirais quand même un peu trop, je pense. Tony Kroos, son ancien coéquipier, dit la même chose. Il est trop dans l'émotion, que ça fait sortir un petit peu son équipe entière de la rencontre. Et c'est pas que Kroos, Tchouaméni aussi. Quand il prend ce carton jaune, tu peux dire, est-ce qu'on doit donner un carton jaune pour une célébration un peu trop excessive sur but? Honnêtement, c'est au jugement de tout le monde, et je pense que ça dépend des célébrations. Celle-là, je la trouvais, tu vois, par exemple, typiquement en NBA, c'est des gestes qui sont pas tolérés. Celle-là, moi, je l'aime pas trop. Chacun c'est son avis, je m'en fous. Moi, je l'aime pas trop. Donc le carton jaune, c'est pas le truc qui me choque le plus du monde. Tchouaméni, ça lui a pas plu non plus. Tchouaméni, quand Vinicius met la contestation, après avoir quand même 3 instances de provocation vers le public, il prend son jaune, pas content. Tchouaméni lui aussi le recadre, et le truc avec Vini qui se nourrit de ce rapport conflictuel avec le public, pourquoi pas, mais je pense qu'il est tellement fort, et il est capable de tellement de belles choses, qu'il devrait réussir à passer outre, et refermer un petit peu plus la rencontre autour réellement du rectangle vert. Pas pour empêcher des choses racistes, parce que ça, c'est pas de sa faute, mais pour juste rester plus dans le match, et que son équipe reste plus dans le match. Et ça, on l'a dit, année après année, même quand ça se passait bien avec Vini, et là, c'est en train de se passer mieux, que parfois, ça a tendance à sortir et à pas bien calibrer, je trouve, la température émotionnelle, coûter à son équipe, tout simplement, dans une optique de performance réelle collective, coûter à son équipe. Et typiquement, le fait de prendre un carton jaune, ça coûte à ton équipe. Même si après la légitimité de ce carton jaune sur célébration excessive, peut être discutée. Mais même ses coéquipiers, on les voit parfois frustrés par ça. Donc c'était ce que j'avais à dire sur ce Real Madrid. Passons au match de 18h45. Galatasaray qui frappe très fort à Istanbul, 5-2. On les voit les vainqueurs de ce match, mais pas 5-2. Et ça aurait pu être plus encore quand tu vois la réaction de Victor Osimhen au coup de sifflet final, avec Noah Lang notamment. Le mec est dégoûté, parce que c'est vrai, il a eu des ballons de but, des possibilités de centre en tout cas, dans le temps additionnel ici, au second poteau, dans le temps additionnel 91e, là encore, c'est pas donné. Et en vrai, je comprends. Je comprends pourquoi. Bon, déjà parce qu'il n'a pas marqué dans un match où son équipe met 5 buts, alors que pourtant il a fait un top match. Très très important le match de Victor Osimhen, on va le montrer. Mais il veut marquer son but, ce que je comprends. Aussi, c'est Victor Osimhen. Moi, je le mets, je crois qu'on a fait la conversation avec Cyprien la dernière fois. Je sais plus si je le mettais 8e ou 9e meilleur avant-centre de la planète. J'en mets quelques-uns devant lui. Par contre, j'ai dit, de la tête, dans le domaine aérien, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le numéro 1 de la tête. Et quand t'as un contre un second poteau comme ça à jouer, j'avoue, je pense Lucas Torreira, il doit le mettre par-dessus ce ballon. Et c'est pas fait. Et il se plaint avec Noah Lang.
Et bon, on sait que même dans une victoire par 3 buts d'écart, même dans un match avec 3 buts d'écart pour son équipe, on l'a vu à la CAN, c'est pas suffisant pour satisfaire Victor Osimhen. C'est suffisant toutefois pour satisfaire le public stambouliote parce que Gala a fait un top match et ils se sont mis en très 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 bonne posture pour la qualif. À moins que la Juve l'emporte de 3 buts pour arracher la prolongation à Turin. C'est Gala qui va passer. Et qu'est-ce que c'est? Gala, c'est je crois Tottenham ou Liverpool, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être ça en huitième de finale s'ils le font. Honnêtement, jouable aussi. Gala avait battu Liverpool, même s'il y avait un penalty un petit peu litigieux. Tottenham, il serait presque pour moi les favoris, je pense. Gala, de ce qu'ils ont montré, notamment Victor Osimhen, pas buteur, mais tellement précieux dans le jeu de déviation, dans le hold-up play. Ouais, top. Face à son ancien coach Spalletti. J'ai trouvé aussi que Barış Alper Yilmaz, Akun ont fait des ravages. Il y avait des combinaisons axiales de Gala qui étaient vraiment vraiment top. C'était honnêtement du haut niveau. Il y avait de la pression haute. Ça leur donnait des ballons récupérés. Ils sont bien installés. Et ils ont fait une top première mi-temps. McKennie, il y avait eu des bons moments, du bon et du moins bon. Et il existe surtout par l'association, donc parfois lancer en profondeur pas top. Mais il réussissait à faire exister aussi la Juve sur du jeu de combinaison. Et après, la Juve a fait des grosses erreurs. Hein. Franchement, des grosses erreurs. Mais le rôle de Victor Osimhen à la pression, il faut le mettre en lumière. Quand Kenani dit son contrôle est un petit peu long, si ton neuf, c'est pas un mec qui aime aller au contact et gagner des ballons hauts, ça donne pas grand-chose. Mais Osimhen bondit dessus, les longues jambes en plus, ballon gagné dans la surface, et ça donne, au bout du bout, cette frappe, ce but. Gabriel, j'ai déjà oublié son nom, Sarah, c'est ça? On va retrouver le nom, le patronyme de notre ami. Gabriel Sarah, c'est ça. Bon, non, est-ce que c'est réellement Gabriel? Oui, c'est Gabriel Sarah, effectivement, qui, d'une très très belle frappe, entrée de surface, pied gauche, permet à Galatasaray d'ouvrir le score. Le match a très bien démarré et la phase d'élimination directe de Ligue des Champions avec ce match 18h45 a bien démarré. Spalletti utilise le kick-off glitch. Il adore les combinaisons, ou en tout cas, il adore essayer d'attaquer vite, fort, sur engagement. Ils ont failli marquer 2 fois la Juve sur le dernier mois et demi, en Serie A et en Coppa d'Italia, je pense contre l'Atalanta, le match qui perd 3-0. Ils ont failli marquer sur des très très belles séquences qui viennent immédiatement sur l'engagement. Et bah là, c'est le cas. Là, ils l'ont leur but, avec Cambiasso qui passe son dribble. C'est un 5 contre 5, 6 contre 5. Super centre. Kalulu, super tête. Quand même, les projections de Cambiasso, de Kalulu sur cet engagement. Il y a plusieurs manières de jouer l'engagement. On a vu le Paris Saint-Germain de Vitinha aller chercher des touches de rugby. Et on voit la Juve de Spalletti tenter des choses, tenter de vraies choses sur engagement. C'est repoussé dans les pieds de Koop Miners qui égalise. Et la Juve est vite revenue. Et la Juve non seulement est vite revenue, mais grâce à aussi sa qualité un petit peu relationniste, spallettiste à l'intérieur, Koop Miners, McKennie, déviation immédiatement pour Koop Miners encore. Quelle frappe entrée de surface. Celle-là, elle est peut-être 0,04 XG, mais pleine lucarne, magnifique. Et Koop Miners a son doublé. Et c'est un régal en plus, ouais, ce stade splendide, vraiment on a des tops images, j'ai l'impression de jouer à PES 3 de l'époque, là, avec la caméra dans les filets. La cage qui secoue. Je vais dire le tournant de ce match, ça a été le côté gauche de la Juve, parce que Cambiasso, face à Yilmaz, il a eu du mal. Faute ici, deuxième faute, ça aurait déjà pu être l'exclusion, et je pense que c'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps, par Spalletti. Il avait déjà pris un jaune au bout de 20 minutes, ici encore une fois, sur Yilmaz qui lui avait fait la misère. Cambiasso, c'est difficile en ce moment, et Yilmaz lui a fait la misère. Du coup, changement mi-temps, Cambiasso sort, Cabal entre, et Cabal c'était encore pire. Cabal, ça a été un désastre. Aussi, il faut dire, Bremer est sorti blessé encore. Aïe, pour Gatti entrer. Mais Cabal se fait battre sur le côté par Yilmaz, ici, et c'est le but de l'égalisation, parce qu'en plus sur la sortie, il gêne Locatelli au duel aérien, et cette frappe, elle est repoussée par Di Gregorio dans les pieds de Noah Lang, de partout. 10 minutes plus tard, encore une fois, Yilmaz, Cabal, faute, entrée de surface, coup franc de Sarah, dévié par Davinson Sanchez, 3-2 pour Gala, et 10 minutes plus tard encore, il refait faute, Cabal a pris son deuxième carton jaune, il est impliqué sur 2 buts, il est exclu en 20 minutes,
c'est un désastre de cabale. C'est une des pires entrées, un des pires remplaçants des dernières années. En 20 minutes, il a totalement transformé le cours de la partie, pas dans le bien. Et après, la Juve, honnêtement, a continué de faire des grosses erreurs. Il y a l'erreur de Yildiz sur le premier but de Gala, mais celle-ci, que ce soit Kefren Thuram, pas convaincu, et certainement pas Lloyd Kelly, la décision d'essayer de résister, de passer un petit pont à Victor Osimhen, non. Victor Osimhen qui bondit encore une fois, et encore une fois, son activité défensive est payée. Pas pour lui, mais pour son équipe. Noah Lang, 4-2. Et ce sera 5-2. Quand, encore une fois, cette fois c'est Sané qui est entré, il met un ballon dans le dos. Osimhen, je sais pas, il mange, il dévore Lloyd Kelly. Il lui a fait tellement mal là-dessus. Le bagage physique de Victor Osimhen, incroyable. Et Sacha Boey marque le 5-2. Gala a de la réussite un petit peu sur la fin, mais honnêtement, ils peuvent même en marquer un petit peu plus. Et Victor Osimhen, malgré le fait qu'il n'ait pas marqué de but, a fait un top match. Pour moi, a fait un top match. Et Gala mérite largement son succès. Ouais, là aussi, temps additionnel, ils ont encore des occasions. La Juve a 10 contre 11 sur la dernière demi-heure, ça joue. Mais ouais, ils ont fait une top rencontre. Et s'ils se qualifient, ils l'auront largement mérité. Et ce sera très intéressant de les voir en huitième de finale. Parce que moi, ça fait un moment que je me dis, qui sera le prochain Ajax? Qui sera Ajax 2018? La prochaine équipe à... C'est 2018 ou 2019 peut-être? Peut-être saison 17-18 ou saison 18-19? L'Ajax de Frenkie, de Tadic, de Ligt, de Ziyech, de Mazraoui, de Van de Beek, de Cheneux, d'Onana, de Ten Hag. C'est Ajax, j'ai envie de dire du coup 2017-2018. Mais bref, qui sera la prochaine équipe en dehors des 5 championnats majeurs à faire un gros run? Demi-finale, pas loin de la finale. Est-ce que ça peut être Galatasaray? Enfin, le Barça est en train de sombrer. Giflé 4-0 par l'Atlético jeudi soir. Le Barça est encore tombé lundi soir en Liga contre Girona et a donc perdu la tête de Liga. Comme on le disait, en cas de victoire du Real samedi face à la Real Sociedad, ça allait leur mettre un gros coup de pression. Et attention, ils peuvent perdre la tête, ils peuvent lancer une spirale négative. C'est exactement ce qui s'est passé. Et Hansi Flick, maintenant, il commence à y avoir de vraies questions sur l'approche. Mais sincèrement, c'est pas un accident de parcours ce qu'on est en train de voir. Le contenu est très inquiétant. Le Barça est en train de déraper au pire moment. Et certes, il n'y a pas Pedri et ça joue beaucoup. Mais il faut trouver des solutions. Et certes, ils auraient peut-être pas dû perdre ce match parce que Echeverry met la semelle sur Koundé. Et pour moi, ce troisième but là du match, il aurait dû être annulé. Ouais, c'est vrai, peut-être l'arbitrage un peu difficile pour le Barça en ce moment. Ah oui, et je voulais dire aussi un mot sur Vitor Reis, qui a fait un top match et qui va retrouver City à la conclusion de son prêt à Girona, je pense, l'été prochain. City qui cherche des défenseurs centraux, qui a un petit peu des problèmes en charnière centrale. Est-ce que Vitor Reis, on se souvient quand il l'avait pris avec Roussanov au mercato hivernal dernier du coup, est-ce que c'est une belle solution pour Manchester City? On verra. Mais ouais, l'approche du Barça, tellement de joueurs devant le ballon que quand tu le perds, et quand tu le perds dans une zone axiale sur les transitions, c'est très difficile. Regardez ça va toujours être compliqué. Et quand tu as une équipe qui a la qualité technique, belle sortie de Vitor Reis, et ensuite qui a la qualité technique de Girona, qui honnêtement, c'était pas facile de leur prendre le ballon. Et le Barça, ils sont fatigués. Franchement, ils tirent la langue dans les duels, dans la contre-pression. C'est le fantôme de la saison dernière. Ouais, tu vas avoir les actions que tu vois 5 fois par match, comme on disait vendredi soir. 5 fois par match du Barça. Koubarsi a un très bon pied. Et ce ballon qu'il trouve, ici, pour Gérard Martin, c'est une des meilleures situations du Barça dans ce match. Centre en retrait de Rafinha et celle de Yamal. Elle passe pas loin. Koubarsi a un excellent pied, mais par contre, c'est pas un excellent défenseur encore. Et dans les duels aériens comme là, cette ouverture de Daley Blind, c'est un mauvais geste. Et c'est très dangereux pour Girona. J'ai trouvé que Pedri manquait cruellement aussi. La liaison Frenkie-Fermin, par exemple, facilement coupée par Witsel, cette passe. C'est difficile. Et je trouve que l'approche du piège du hors-jeu du Barça, on en a beaucoup parlé. J'ai un truc en plus à dire, que je n'avais pas dit encore, que j'ai particulièrement vu dans ce match. Il y a un problème supplémentaire pour moi avec cette approche du piège du hors-jeu, c'est que ça te coûte tellement d'énergie à l'ère de la VAR. À l'ère de la VAR, beaucoup d'actions, même quand c'est des hors-jeux évidents comme là, l'arbitre laisse jouer, et donc malgré le fait que, oui, t'es généré le hors-jeu, tu dois quand même faire la course de repli de 40 mètres qui tue tes centraux. Koubarsi, Garcia, là, et tu vois leur réaction quand finalement l'arbitre lève son drapeau. Mais mec, tu peux pas le lever avant, ils sont furieux. Araujo sur le banc, furieux. Et ça se produit continuellement. Ça te coûte de l'énergie, ça. 25e minute, la contre-pression du Barça échoue.
Ceux de devant, ils sont un petit peu grillés aussi. On n'a pas parlé de Ferran Torres, mais son match très très compliqué. Comme j'ai dit, sans Pedri, c'est difficile. Frenkie, voilà, il n'y a personne à la pression. Girona se projette. Cette passe, le mec est hors jeu. La deuxième passe, le mec est hors jeu. Mais l'arbitre laisse jouer. Donc, encore une fois, Koubarsi, Eric doivent faire la course de repli de 30-40 mètres. Quand c'est encore une fois donné hors jeu, alors ils lèvent leurs mains et Eric Garcia, je crois qu'il va tuer quelqu'un. Il est au bout de sa vie. Il est en train de péter un câble. Ils en peuvent plus, les mecs, de devoir faire ces courses de repli immenses et énergivores pour rien. Mais ça, à l'ère de la VAR, ça fait partie de ton approche du piège de hors-jeu. Tu te dis, il va falloir que tu les fasses, ces courses. Et c'est encore une des raisons, je pense, pour lesquelles Hansi Flick doit modérer son approche. Déjà parce que ça marche pas. Ils n'ont pas l'énergie pour tenir ça. Et parce que c'est peut-être pas la meilleure solution à l'ère d'un arbitrage vidéo qui te fait quand même faire ses courses. Aussi, je trouve que tactiquement, typiquement, dans ce match, j'ai vu un truc. Et je demande pas à Hansi Flick d'être école portugaise. On prépare seulement l'adversaire. Et on n'a quasiment pas de plan de jeu qui nous est propre. Et tout est de l'analyse de l'opposition. Et on fait tout en fonction de qui on rencontre. Mais j'ai vu par exemple des actions comme ça où Yamal lancé dans la profondeur à son face-à-face. Bon, qui rate. Mais ouais, parce que honnêtement, en projection, le Barça, face à Witsel et Blind, il y a des espaces. Les mecs, ça, ils reviennent pas. Ils reviennent pas et Yamal va se procurer ce face-à-face parce que les mecs, ils ont tous les deux une charrette. Donc après le match, ils jouent sur d'autres choses. Le penalty raté de Yamal, comme on a dit, la semelle sur Koundé. Le Barça aurait peut-être quand même pu remporter cette rencontre. Mais tu concèdes 2,86 XG avec 29% de possession. C'est 29% de possession pour Girona, je veux dire. Et il marque quasi 3 XG. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as encore souffert dans les compartiments du jeu qu'on connaît. Le Barça doit adapter son approche. Lamine Yamal, je pense qu'il doit pas tirer les pénaltys parce qu'il tire pas très très bien. Même ceux qu'il a marqués n'étaient pas superbement bien placés. Et ça, on continue de le voir semaine après semaine après semaine pour le Barça. Ça peut pas continuer comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les hommes d'Hansi Flick qui ont perdu la tête de Liga, qui reçoivent quand même le Real au Camp Nou en fin de saison. Donc, s'ils gagnent tous leurs matchs en Liga, ils seront champions. Mais moi, je crois que je les vois plus champions. L'absence de Pedri pendant encore un mois, c'est un très gros problème. Sans lui, tout s'écroule. Et même avec lui, il y a des gros problèmes à régler. Voilà ce que je pensais un petit peu de tout ça. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. J'ai d'autres matchs à regarder ce soir. J'ai une discussion avec Stan qui arrive demain et je suis en train de préparer un sujet historique pour samedi matin. Donc si ça vous plaît, si le rythme vous plaît, mettez-moi un pouce bleu, soutenez-moi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et une très bonne soirée. Et on se dit à demain. Bisous.